Depuis les débuts de la civilisation, l'humanité a toujours été guidée par un mélange irrésistible de curiosité et de peur face à ce qu'elle ne comprend pas. Parmi les ruines anciennes, les parchemins cachés et les symboles gravés dans des pierres millénaires, des histoires ont commencé à émerger au sujet de groupes opérant dans l'ombre, loin des yeux du commun des mortels, décidant du destin des empires et traçant des voies qui façonneraient l'avenir de millions de personnes. Ces groupes, connus aujourd'hui sous le nom de sociétés secrètes, sont décrits comme des collectifs d'individus dotés d'influence, de pouvoir et de connaissances inaccessibles aux citoyens ordinaires. Le mystère qui entoure leur existence réside non seulement dans ce qui est dit à leur sujet, mais aussi dans ce qui n'est jamais pleinement révélé. C'est comme si chaque fragment d'information découvert n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Un puzzle qui, même incomplet, dévoile déjà des formes troublantes. La fascination populaire pour ces sociétés n'est pas née par hasard. Elle a été alimentée au fil des siècles par des rumeurs, des dénonciations, des légendes et, plus récemment, par la culture populaire. Livres, films et documentaires ont transformé les Illuminati, les francs-maçons et d'autres groupes similaires en icônes modernes du mystère et de la conspiration. Mais derrière cette image cinématographique se trouvent des couches plus profondes et complexes, où réalité et fiction s'entrelacent de manière si étroite qu'il est souvent impossible de distinguer l'une de l'autre. Ce mélange, à lui seul, constitue déjà une arme puissante. Plus la vérité est obscure, plus le terrain est fertile pour les théories, les spéculations et les interprétations divergentes. Le terme « société secrète » porte en lui un poids symbolique. Il évoque des images de réunions à minuit dans des salles éclairées uniquement à la lueur des bougies, d'hommes et de femmes vêtus de robes cérémonielles, accomplissant des rituels énigmatiques et discutant de plans qui ne parviendraient jamais à la connaissance du public. Mais la réalité peut être encore plus intrigante. Dans de nombreux cas, ces rassemblements n'ont pas lieu dans des endroits reculés ou isolés, mais au cœur de capitales animées, derrière des portes se fondant dans l'architecture ordinaire, invisible aux passants pressés. Le secret réside donc non seulement dans le lieu, mais aussi dans la manière dont il se camoufle dans la vie quotidienne. Ce manteau d'invisibilité repose sur deux piliers fondamentaux, la discrétion et la hiérarchie. On n'accède pas au cœur d'une société secrète par hasard. Il faut être invité, mis à l'épreuve, et bien souvent prêter des serments de loyauté liant le membre au groupe pour la vie. Ces rituels d'initiation varient selon l'ordre, mais presque tous portent des symboles qui remontent à des traditions anciennes, ayant leurs racines dans des pratiques religieuses, militaires ou mystiques. Et chacun de ces symboles est chargé de significations cachées, fonctionnant comme un langage interne que seuls les initiés comprennent pleinement. Mais pourquoi ces sociétés suscitent-elles autant de peur et de fascination? La réponse pourrait résider dans l'impact qu'elles exerceraient sur le cours de l'histoire. Les théories les plus répandues affirment que ces groupes influencent des décisions politiques de haut niveau, contrôlent les flux économiques mondiaux et vont jusqu'à manipuler des crises afin d'obtenir des avantages stratégiques. En d'autres termes, qu'ils constituent une sorte de gouvernement parallèle, invisible mais omniprésent. Le sentiment qu'il existe un mécanisme caché faisant silencieusement bouger les structures du pouvoir nourrit l'idée que, derrière les dirigeants élus, se trouvent des forces bien plus anciennes et résilientes tirant les ficelles. Cette introduction à l'univers des sociétés secrètes ne cherche pas encore à prouver ou réfuter une quelconque théorie. L'objectif est de comprendre l'atmosphère entourant le sujet, de ressentir le poids symbolique de ces organisations et de percevoir comment, même au XXIe siècle, nous vivons encore sous l'ombre de forces qui, réelles ou non, continuent d'alimenter l'imaginaire collectif. Car dans le monde des sociétés secrètes, le mystère n'est pas un simple détail, il est l'essence même de leur existence. Le nom Illuminati est devenu synonyme de conspiration mondiale, mais pour en comprendre la véritable essence, il faut revenir au XVIIIe siècle, plus précisément à l'année 1776, lorsqu'un homme nommé Adam Weishaupt, professeur de droit canon à l'université d'Ingolstadt en Bavière, décida de créer un ordre qui unirait le rationalisme des Lumières à un projet de transformation sociale. L'Europe de cette époque était en pleine effervescence intellectuelle. Les Lumières défiaient les dogmes de l'Église et remettaient en question l'absolutisme monarchique, proposant un monde régi par la raison, la science et la liberté individuelle. C'est dans ce contexte que Weishaupt conçut les Illuminati comme une fraternité destinée à libérer l'humanité
de l'oppression politique et religieuse, en promouvant l'éducation et la pensée critique. L'ordre, initialement appelé perfectibiliste, ne comptait au départ que quelques membres, mais il connut rapidement une croissance et une expansion, en partie grâce à l'infiltration d'autres organisations influentes telles que la franc-maçonnerie. La méthode d'expansion était habile. Plutôt que de créer un mouvement totalement indépendant et visible, Weishaupt et ses alliés préférèrent opérer au sein d'institutions déjà établies, en absorbant leurs membres et leurs ressources. Cette stratégie rendait l'ordre pratiquement invisible pour le public, tout en étant extrêmement efficace pour renforcer son réseau d'influence. La structure des Illuminati était hiérarchique et compartimentée. Les membres étaient classés par degrés, chacun ayant un accès limité aux informations de l'ordre, de sorte que seul un cercle restreint connaissait les objectifs complets. Au niveau le plus bas, un initié pouvait croire qu'il participait à un groupe philosophique inoffensif, sans se douter que, dans les niveaux supérieurs, des stratégies complexes visant à façonner les gouvernements et les sociétés étaient discutées. Les rituels d'initiation adaptés des traditions maçonniques et rosicruciennes portaient des symboles destinés à renforcer l'engagement envers la cause et la loyauté absolue au groupe. Cependant, le succès rapide attira une attention indésirable. Les autorités bavaroises, craignant que les Illuminati ne sapent l'ordre politique et religieux, lancèrent une enquête. En 1784, le gouvernement de Bavière interdit officiellement l'ordre, confisqua des documents et arrêta des membres. Les archives saisies révélèrent des correspondances et des plans qui, pour les critiques, confirmaient l'intention des Illuminati d'interférer dans les affaires de l'État. Mais pour les défenseurs de l'ordre, ces documents n'étaient que la preuve d'un désir légitime de réformer la société face aux injustices de l'époque. Malgré la supposée dissolution, beaucoup croient que les Illuminati n'ont pas disparu, mais sont passés dans la clandestinité. Des théories affirment qu'ils se sont dispersés à travers l'Europe et l'Amérique, s'infiltrant dans les loges maçonniques, les cercles intellectuels et même dans le système politique naissant des États-Unis. L'utilisation de symboles tels que la pyramide inachevée et l'œil qui voit tout sur le grand sceau des États-Unis est souvent citée comme preuve de cette présence cachée. Bien que les historiens traditionnels expliquent ces symboles comme des allégories courantes de l'époque, les théoriciens du complot y voient des marques délibérées destinées à indiquer que l'ordre a survécu et prospéré. Ainsi, l'histoire officielle des Illuminati est courte, mais le mythe qui en est issu est quasiment éternel. La transformation d'un groupe réformiste du XVIIIe siècle en figure centrale des théories sur le contrôle mondial est le résultat d'un mélange de faits historiques, d'interprétations biaisées et d'un appétit insatiable du public pour des récits où le véritable pouvoir s'exerce loin des regards. Si les Illuminati continuent réellement d'exister, opérant dans l'ombre, cela reste un mystère qui perdure depuis plus de 2 siècles et qui aujourd'hui encore alimente débats, soupçons et enquêtes. Pour comprendre la base idéologique et symbolique des Illuminati, il faut plonger dans les courants intellectuels et mystiques qui ont façonné leurs pensées. Au XVIIIe siècle, le monde occidental traversait une profonde transition culturelle. La philosophie des Lumières remettait en question l'autorité absolue de l'Église et des monarchies, défendant l'usage de la raison, de la science et de la libre pensée comme moteur de l'évolution sociale. Adam Weishaupt, fondateur de l'ordre, fut profondément influencé par ce courant, absorbant les idées de penseurs tels que Voltaire, Rousseau et Montesquieu. Ces auteurs soutenaient que la connaissance était la clé pour libérer l'humanité de l'ignorance et de la tyrannie, et que l'éducation devait être l'instrument de la transformation politique et morale. Cependant, l'identité des Illuminati ne s'est pas formée uniquement à partir du rationalisme. Parallèlement, il y avait une influence significative des traditions occultistes européennes. Des éléments symboliques et structurels furent hérités d'ordres ésotériques plus anciens, tels que la Rose-Croix, qui prônaient l'existence d'un savoir secret capable de révéler des vérités spirituelles cachées à la majorité. La conviction que certains enseignements devaient être réservés à un cercle restreint d'initiés afin d'éviter qu'ils ne soient mal interprétés ou mal utilisés était au cœur de ces sociétés. Un autre pilier fondamental fut la franc-maçonnerie, qui possédait déjà un réseau international et une structure rituelle bien définie. De nombreux chercheurs affirment que Weishaupt adapta des symboles et des degrés maçonniques aux Illuminati, intégrant l'idée d'une progression hiérarchique du savoir. Ainsi,
Un nouveau membre n'avait pas un accès immédiat aux secrets les plus profonds de l'ordre. Il devait prouver sa loyauté, sa discipline et sa compréhension pour avancer degré par degré. Cette méthode, en plus de protéger l'organisation contre les infiltrations, créait un sentiment d'exclusivité et d'appartenance presque indestructible. Les symboles portaient également des significations issues du mysticisme ancien. Le œil qui voit tout, par exemple, n'était pas une invention des Illuminati, mais remonte à l'Égypte antique et à l'idée d'une vision divine qui observe tout. La pyramide, de même, est un symbole de structure et d'ascension spirituelle. Pour l'ordre, ces éléments représentaient à la fois la vigilance constante sur le monde et la quête d'élévation morale et intellectuelle de ses membres. Au-delà des influences philosophiques et ésotériques, il y avait aussi un élément de pragmatisme politique. Les Illuminati étudiaient des stratégies de pouvoir inspirées d'ouvrages comme L'art de la guerre, de Sun Tzu et des traités de Machiavel, appliquant des concepts de manipulation, de diplomatie et d'infiltration pour obtenir un avantage sans entrer dans des confrontations directes. Cette fusion de la raison des Lumières, du symbolisme occultiste et du calcul politique créa un système de pensée unique, capable d'agir à la fois dans le domaine des idées et dans celui de l'action concrète. Pour cette raison, les Illuminati devinrent une organisation qui suscitait à la fois fascination et crainte. Pour certains, ils étaient des visionnaires cherchant à construire un monde plus juste. Pour d'autres, des maîtres de la manipulation, prêts à façonner le destin des nations selon leur propre agenda. Et c'est précisément dans cette dualité, entre idéalisme et contrôle, que réside le mystère qui entoure encore aujourd'hui leur héritage. Lorsqu'on parle des Illuminati, il est impossible d'ignorer leurs relations complexes et souvent nébuleuses avec la franc-maçonnerie. Les deux organisations partagent des similitudes structurelles, symboliques et même des objectifs déclarés à leur début, ce qui conduit beaucoup à croire qu'il y a eu, et qu'il y a peut-être encore, un lien direct entre elles. Cependant, la nature de cette relation a toujours fait l'objet de débats. Étaient-elles des alliés opérant ensemble ou des rivales se disputant l'influence sur les rouages du pouvoir mondial? La franc-maçonnerie, dont les racines remontent aux guildes de maçons du Moyen-Âge, s'est transformée au fil des siècles en une fraternité philosophique dédiée au développement moral, intellectuel et philanthropique de ses membres. Son réseau international et son système de degrés hiérarchiques, combinés à une riche symbolique, ont créé un terrain fertile pour qu'Adam Weishaupt y voie un instrument idéal d'expansion pour les Illuminati. La logique était simple, s'infiltrer dans une organisation déjà établie, comptant des milliers de membres influents, et façonner progressivement son programme selon les objectifs illuministes. En effet, les archives historiques indiquent qu'aux alentours de 1777, Weishaupt rejoignit officiellement la franc-maçonnerie. Au sein des loges maçonniques, il ne recruta pas seulement de nouveaux membres pour son ordre, mais adapta également des rituels et des symboles pour les Illuminati. Cette superposition d'identités engendra une confusion délibérée. Pour de nombreux francs-maçons de l'époque, la présence des Illuminati n'était pas évidente, car les deux groupes partageaient des idées sur la liberté de penser, la réforme sociale et la lutte contre la tyrannie. Cependant, ce rapprochement ne fut pas exempt de conflits. Certains dirigeants maçonniques commencèrent à soupçonner que l'influence de Weishaupt menaçait l'autonomie de la franc-maçonnerie. La crainte était que les Illuminati, avec leur discipline stricte et leurs objectifs politiques plus audacieux, transforment les loges maçonniques en simples instruments servant leurs propres fins. Cette tension interne entraîna des expulsions, des dénonciations et la fragmentation d'alliances qui, un temps, semblaient solides. D'un point de vue symbolique, les similitudes sont indéniables. L'usage du compas, de l'équerre, de la pyramide et d'autres icônes géométriques est commun aux deux ordres. Mais tandis que dans la franc-maçonnerie, ces éléments représentent des vertus morales et des principes universels, chez les Illuminati, ils prenaient une dimension supplémentaire, souvent liée à la vigilance, à la hiérarchie du savoir et au contrôle stratégique. Pour les théoriciens du complot, l'alliance entre la franc-maçonnerie et les Illuminati n'a jamais été complètement rompue. Ils pensent qu'après la dissolution officielle des Illuminati par la Bavière, de nombreux membres se sont simplement dissimulés au sein des loges maçonniques, conservant vivantes les idées et le réseau de contacts originels. Pour les historiens plus sceptiques, en revanche, ce lien est exagéré.
fruit de la superposition des symboles et de la tendance humaine à associer les groupes secrets comme s'ils faisaient partie d'une seule entité mondiale. Quoi qu'il en soit, réel ou non, la supposée fusion entre la franc-maçonnerie et les Illuminati est devenue l'un des piliers des récits conspirationnistes modernes. Elle alimente la croyance que, derrière les grands événements politiques, économiques et sociaux, existe un réseau d'influence qui s'entrelace depuis des siècles, invisible pour l'œil commun mais perceptible pour ceux qui se consacrent à lire entre les lignes de l'histoire. Lorsqu'on parle des Illuminati et de la franc-maçonnerie, il est facile d'imaginer qu'ils soient uniques dans le monde des sociétés secrètes. Pourtant, l'histoire révèle une constellation d'organisations, chacune ayant ses propres origines, symboles et objectifs, mais qui, dans de nombreux cas, se croisent en influence et en idéologie. Certaines de ces ordres remontent à plusieurs siècles, liées à des traditions religieuses, militaires ou académiques. D'autres sont nées plus récemment, s'adaptant aux structures modernes du pouvoir. Toutes, cependant, partagent un élément commun, le secret comme outil de survie et de domination. Parmi les plus cités figure l'ordre des Chevaliers du Temple, fondé officiellement au début du XIIe siècle pour protéger les pèlerins chrétiens en Terre Sainte. Au fil du temps, les Templiers accumulèrent une immense richesse, une influence politique et des liens avec des monarques et des papes. Leur dissolution soudaine en 1312, ordonnée par le pape Clément V sous la pression du roi Philippe IV de France, donna naissance à des théories selon lesquelles une partie de l'ordre aurait survécu dans la clandestinité, répandant ses rituels et ses trésors dans différentes régions d'Europe. Certains chercheurs et théoriciens du complot affirment que les Templiers auraient été les précurseurs directs de la franc-maçonnerie et par conséquent des Illuminati. Un autre groupe entouré de mystères est le prieuré de Sion, dont l'histoire a été popularisée par des œuvres comme Da Vinci Code. Bien que beaucoup considèrent le prieuré comme une création littéraire moderne, certaines théories évoquent une lignée secrète liée à la protection de prétendus descendants de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine, ainsi qu'à des secrets religieux capables d'ébranler les structures de l'Église catholique. Aux États-Unis, des sociétés comme Skull and Bones, fondées en 1832 à l'université Yale, sont devenues des symboles de l'élite académique et politique. Leurs membres, appelés Bonesmen, comptent d'anciens présidents, des juges de la Cour suprême et des dirigeants de grandes entreprises. Les réunions et rituels de l'ordre restent fermés au public, alimentant les soupçons selon lesquels des décisions stratégiques d'importance nationale et mondiale y seraient prises. Un autre exemple est le Bohemian Grove, une retraite annuelle en Californie où des dirigeants politiques, des hommes d'affaires et des artistes se rassemblent pour des événements mêlant représentations artistiques, conférences et rituels symboliques devant une immense statue de hibou. Bien que ces organisateurs affirment que cette rencontre n'est qu'une réunion privée, des images clandestines prises par des journalistes infiltrés ont montré des cérémonies intrigantes, telles que la crémation du souci, interprétée par certains comme un rite de libération des responsabilités morales afin de faciliter des décisions politiques et économiques d'envergure. Dans le domaine de l'occultisme, des ordres comme l'Ordo Templi Orientis, OTO, ont acquis une notoriété en adoptant des pratiques mystiques et des rituels sexuels comme partie intégrante de leur philosophie. Lié à des figures controversées telles qu'Aleister Crowley, l'OTO combine des enseignements ésotériques avec des éléments de magie cérémonielle et est vu par certains comme une extension moderne de traditions bien plus anciennes. Bien que chacune de ces sociétés ait ses propres récits officiels et internes, l'imaginaire conspirationniste les relie souvent dans une toile d'alliance et de rivalité. L'idée est que toutes, à des degrés divers, cherchent à façonner l'avenir du monde depuis l'ombre, en utilisant des méthodes allant de stratégies politiques à des influences culturelles et spirituelles. Et pour ceux qui croient en ce réseau caché, les Illuminati ne seraient que la face la plus visible, ou plutôt la plus célèbre, d'un empire invisible qui traverse les siècles et les continents. S'il existe un élément qui unit pratiquement toutes les théories sur les Illuminati et les sociétés secrètes, c'est la croyance que ces groupes se forment un réseau mondial de pouvoir. Ce réseau ne se limiterait pas à un pays, un continent ou une sphère d'influence. Il fonctionnerait à plusieurs niveaux, reliant des dirigeants politiques, des familles milliardaires, des institutions financières, des multinationales et même des organisations religieuses. Pour les défenseurs de cette théorie, les gouvernements que nous connaissons ne seraient qu'une façade,
tandis que les véritables décisions sur l'avenir de la planète seraient prises lors de réunions discrètes, loin de la portée du public et sans aucun mécanisme de responsabilité. La logique de ce réseau est simple et efficace. Concentrer le pouvoir entre les mains de quelques-uns, mais le faire de manière si fragmentée et compartimentée qu'aucun observateur extérieur ne puisse percevoir toute l'étendue du contrôle. Un membre de cette élite pourrait être un chef d'entreprise influent dictant les tendances du marché, tandis qu'un autre serait un politicien façonnant des lois favorables aux intérêts du groupe. Un troisième, peut-être, serait un magnate des médias chargé de définir des récits façonnant l'opinion publique. Pris séparément, ils semblent n'être que des individus prospères. Ensemble, ils forment un engrenage invisible qui fait tourner les économies, décide des guerres et établit des agendas mondiaux. L'un des concepts les plus souvent cités dans ce contexte est celui de gouvernement de l'ombre, ou Deep State. Il représente l'idée qu'il existe un noyau de pouvoir qui survit au changement de dirigeants et de partis, fonctionnant comme un État parallèle capable d'influencer toute décision stratégique. Cette structure inclurait non seulement des membres de sociétés secrètes, mais aussi des officiers militaires de haut rang, des espions, des diplomates et des dirigeants d'entreprises partageant des objectifs à long terme, indépendamment des idéologies politiques apparentes. Les théoriciens du complot pointent également l'interconnexion des élites financières, des familles historiques comme les Rothschild et les Rockefeller, ainsi que des groupes tels que la Banque des règlements internationaux, BRI, et le Fonds monétaire international, FMI, sont souvent cités comme des points clés de ce réseau. En contrôlant les banques centrales, les flux de crédit et les politiques économiques, ces acteurs auraient la capacité de créer ou de résoudre des crises selon leurs intérêts, façonnant le destin de nations entières. Un autre élément essentiel de ce supposé réseau est la manipulation de l'information. En contrôlant les conglomérats médiatiques, les plateformes numériques et les réseaux sociaux, il serait possible d'orienter les débats, de réduire au silence les voix dissidentes et de créer des consensus artificiels. La logique est simple. Celui qui contrôle le récit contrôle la perception. Et celui qui contrôle la perception contrôle la réalité politique et sociale. Ce réseau mondial de pouvoir, selon ceux qui y croient, ne fonctionnerait pas de manière chaotique. Au contraire, il existerait un agenda méticuleusement planifié, avec des objectifs allant de l'unification des marchés à la création d'un gouvernement mondial centralisé, ce que beaucoup appellent le nouvel ordre mondial. Pour atteindre cet objectif, la stratégie impliquerait des crises contrôlées, des avancées technologiques à double usage, civiles et militaires, et surtout un processus graduel de réduction de la souveraineté nationale au profit d'organismes internationaux. Que tout cela soit réel ou seulement le fruit d'interprétations amplifiées est une question qui divise profondément historiens, journalistes et chercheurs indépendants. Mais pour ceux qui croient à l'existence de ce réseau, il ne fait aucun doute. Le pouvoir visible n'est que la pointe d'un iceberg colossal, dont la masse réelle reste immergée dans les profondeurs du secret. Dans toute enquête sur les sociétés secrètes, l'un des éléments les plus intrigants est l'utilisation de symboles. Pour certains, il ne s'agit que d'expressions artistiques ou de coïncidences culturelles. Pour d'autres, il fonctionne comme un langage caché, capable de transmettre des messages et d'indiquer la présence ou l'influence de certains groupes. Dans le cas des Illuminati et de sociétés similaires, la symbolique n'est pas seulement une partie de leur identité, mais aussi un outil stratégique pour marquer leur territoire et communiquer discrètement entre initiés. L'exemple le plus connu est l'œil qui voit tout, souvent représenté à l'intérieur ou au-dessus d'une pyramide inachevée. Ce symbole, qui figure sur le grand sceau des États-Unis et sur les billets en dollars, est interprété de différentes manières. Officiellement, il représente la providence divine et la vigilance constante. Mais pour les théoriciens du complot, il s'agit d'une marque laissée par les Illuminati pour indiquer leur présence lors de la fondation de la nation et leur contrôle continu sur ses institutions. La pyramide, avec sa large base et son sommet étroit, symboliserait la structure hiérarchique du pouvoir, où quelques-uns, au sommet, gouvernent la majorité. Un autre élément récurrent est l'utilisation de nombres symboliques, tels que 13, 33 et 666. Le nombre 13, par exemple, est présent dans plusieurs détails du grand sceau des États-Unis. 13 étoiles, 13 flèches, 13 feuilles d'olivier, 13 bandes sur le bouclier. Pour les critiques, ce n'est qu'une référence aux 13 colonies originales.
Pour les conspirationnistes, c'est un code numérique aux significations cachées associées à des rituels et traditions ésotériques. Le 33 est souvent lié à la franc-maçonnerie, représentant le plus haut degré d'initiation, tandis que le 666, historiquement associé au nombre de la bête dans le livre de l'Apocalypse, est vu comme un symbole de domination sombre. Les gestes et postures corporelles sont également présentés comme des formes de communication. Célébrités, politiciens et chefs d'entreprise sont souvent photographiés en train de faire des signes de la main qui, selon les théoriciens du complot, renvoient à des symboles occultes, comme le signe des cornes ou le triangle formé avec les doigts. Ces gestes, lorsqu'ils sont effectués lors d'événements publics ou d'apparitions médiatiques, seraient des codes visuels pour indiquer une loyauté ou une affiliation à une société particulière. La présence de ces symboles dans la culture populaire est un autre point central. Clips musicaux, films, pochettes d'albums et même campagnes publicitaires sont analysés image par image par ceux qui recherchent des preuves de messages cachés. Un exemple célèbre est l'utilisation récurrente d'un œil isolé dans des productions musicales et des éditoriaux de mode que beaucoup interprètent comme une référence directe à l'œil qui voit tout. Des scènes de rituels, des références aux pyramides, des combinaisons de couleurs spécifiques, comme l'utilisation intense du noir, de l'or et du rouge, et l'insertion de phrases codées sont présentés comme des moyens subtils de normaliser ou de promouvoir l'esthétique des Illuminati auprès du grand public. Selon ceux qui défendent cette interprétation, l'objectif d'insérer des symboles de manière ostensible mais déguisée serait double: renforcer l'identité interne du groupe et, en même temps, conditionner le public à accepter passivement sa présence. Ainsi, chaque apparition symbolique deviendrait un rappel silencieux que le pouvoir caché non seulement existe, mais se manifeste constamment sous nos yeux, souvent sans que nous en ayons conscience. Le débat sur ces symboles est intense. Les sceptiques affirment que la plupart de ces associations sont le fruit de la pareidolie, la tendance humaine à trouver des motifs et des significations dans des éléments aléatoires. Mais pour ceux qui croient aux théories, la répétition systématique et mondiale de ces signes ne peut pas être une simple coïncidence. C'est une signature invisible, diffusée par ceux qui connaissent le langage secret du pouvoir. Peu d'expressions portent autant de poids dans les théories du complot que un nouvel ordre mondial. Pour certains, ce n'est qu'un concept géopolitique utilisé par des dirigeants pour décrire des changements dans l'ordre international. Pour d'autres, c'est la matérialisation d'un plan ancien et méticuleusement élaboré par des sociétés secrètes afin d'établir un gouvernement unique, centralisé et mondial. Cette vision suggère que les frontières nationales, les différences culturelles et même les systèmes politiques seraient progressivement dissous au profit d'une structure supranationale contrôlée par une élite restreinte. L'origine de l'expression remonte à différents moments historiques, mais elle a gagné en importance au XXe siècle, notamment après les discours de figures telles que Woodrow Wilson, Winston Churchill et George H.W. Bush. Pour le grand public, Nouvel ordre mondial signifiait la réorganisation du paysage mondial après de grands conflits comme la Première et la Seconde Guerre mondiale ou la guerre froide. Mais pour ceux qui croient à l'existence d'un plan secret, ces déclarations seraient des messages voilés, signalant des avancées dans la mise en œuvre d'un projet en cours depuis des siècles. Selon cette théorie, le nouvel ordre mondial n'émergerait pas brutalement, mais à travers un processus lent, stratégique et presque imperceptible. La première étape consisterait à créer une interdépendance économique entre les nations, les rendant vulnérables à des crises financières coordonnées. La deuxième, à étendre la portée des organisations internationales, telles que l'ONU, le FMI et la Banque mondiale, jusqu'à ce qu'elles acquièrent une véritable autorité sur les législations nationales. La troisième, à utiliser des crises mondiales, guerres, pandémies, effondrements économiques, comme justification à des mesures d'urgence qui, en réalité, retirent des libertés individuelles et renforcent le contrôle centralisé. Dans ce contexte, les Illuminati et d'autres sociétés secrètes constitueraient le noyau stratégique, définissant des lignes directrices que les dirigeants mondiaux ne feraient qu'exécuter. La présence supposée de ces groupes à des réunions exclusives, comme le groupe Bilderberg, est citée comme preuve que les décisions cruciales ne sont pas prises dans les parlements ou les congrès, mais dans des salles fermées, sans enregistrement public et avec un accès limité à quelques élus. Les symboles joueraient également un rôle fondamental dans le nom.
Des phrases comme « Novus Ordo Seclorum », « Nouvel ordre des siècles », inscrites sur le grand sceau des États-Unis, sont présentées comme la preuve que l'idée d'un gouvernement mondial était déjà codifiée dès le XVIIIe siècle. De plus, la répétition de certains concepts dans les discours politiques, comme gouvernance mondiale et sécurité collective, ferait partie d'un conditionnement psychologique visant à faire accepter à la population la transition comme quelque chose d'inévitable et de bénéfique. Les critiques de ces théories affirment que le concept de nouvel ordre mondial est largement exagéré, mélangeant faits historiques et interprétations déformées. Cependant, pour ceux qui y croient, chaque pas vers la centralisation du pouvoir mondial est une pièce supplémentaire du puzzle. Et selon eux, l'objectif final est clair. Un système dans lequel les lois, les monnaies, les armées et les informations seraient sous le commandement d'une seule autorité, éliminant l'autonomie des peuples et consolidant la domination d'une élite invisible. Ainsi, le nouvel ordre mondial demeure l'un des points centraux des discussions conspirationnistes, non seulement comme une théorie, mais comme un avertissement constant que l'avenir de l'humanité pourrait être façonné dans l'ombre, bien avant que toute décision ne parvienne à la connaissance du public. Si la force militaire et le pouvoir économique sont des outils traditionnels de domination, le contrôle culturel et psychologique représente une arme encore plus efficace, et dans de nombreux cas, invisible. Cette forme d'influence ne nécessite ni chars dans les rues, ni décrets autoritaires. Elle opère dans le domaine des idées, façonnant valeurs, croyances et comportements de manière si subtile que les victimes elles-mêmes se rendent rarement compte qu'elles sont conditionnées. Dans l'univers des théories sur les Illuminati et autres sociétés secrètes, ce mécanisme est décrit comme l'un des piliers les plus importants de leur pouvoir. Le principe de base est simple. Contrôler le récit signifie contrôler la perception, et contrôler la perception revient à contrôler la réalité. La culture populaire, l'éducation, la presse et le divertissement seraient les principaux canaux de ce type de manipulation. Les livres, les films, la musique et les séries télévisées, par exemple, peuvent être utilisés pour introduire des concepts, normaliser des idées et créer des associations émotionnelles qui orientent la pensée collective. Lorsqu'un même symbole, une même phrase ou un même thème est répété à l'excès, il devient partie intégrante de l'imaginaire collectif, influençant comportements et opinions sans qu'il soit nécessaire d'imposer quoi que ce soit de manière explicite. Dans la musique, des accusations existent depuis des décennies sur l'utilisation de messages subliminaux, de paroles à double sens et de clips remplis de symbolismes cachés. L'accusation est que des artistes très en vue, volontairement ou non, sont utilisés comme ambassadeurs culturels d'agendas spécifiques. La même logique s'applique au cinéma, qui, à travers des récits soigneusement construits, peut façonner la manière dont le public perçoit des sujets tels que les guerres, la politique, la religion et même l'idée même d'un gouvernement mondial. Dans le domaine de l'éducation, les théories suggèrent que les programmes scolaires peuvent être ajustés pour privilégier certaines visions du monde et en omettre d'autres. En contrôlant ce qui est enseigné et comment cela est enseigné, il est possible de former des générations entières, alignées sur certaines idéologies. Cette uniformisation de la pensée faciliterait l'acceptation de changements sociaux et politiques qui autrement rencontreraient une résistance. Les médias, quant à eux, sont considérés comme l'outil le plus puissant dans ce processus. En sélectionnant quelles histoires raconter, comment les raconter et quels détails mettre en avant ou passer sous silence, les organes de presse peuvent créer une réalité filtrée. Cela est renforcé par la répétition constante de certains récits, qui finissent par être acceptés comme des vérités absolues. L'existence de conglomérats médiatiques contrôlant une grande partie des informations circulant sur la planète est souvent citée comme preuve de cette stratégie. De plus, il y a l'aspect psychologique de la manipulation de masse. Des techniques basées sur des études du comportement humain, telles que le conditionnement pavlovien, l'ingénierie sociale et l'utilisation de déclencheurs émotionnels, seraient appliquées pour induire des réponses prévisibles. La peur, par exemple, est une ressource récurrente. Les crises économiques, les menaces terroristes et les urgences sanitaires peuvent être amplifiées pour générer la panique, poussant les gens à accepter des mesures restrictives au nom de la sécurité. Les critiques de ces théories affirment que ces influences sont le résultat d'intérêts commerciaux et de dynamiques de marché et non d'un plan centralisé. Mais pour ceux qui y croient, la coordination entre différents secteurs,
divertissement, médias, éducation et politique, est trop évidente pour être ignorée. En fin de compte, le contrôle culturel et psychologique ne façonne pas seulement les opinions, il redéfinit la notion même de liberté, en la rendant compatible avec les limites imposées par ceux qui détiennent le véritable pouvoir. Au cours de l'histoire, des moments décisifs ont façonné le destin des nations et par extension de toute l'humanité. Les guerres, les crises économiques, les révolutions, les assassinats politiques et les changements culturels profonds ne surgissent pas dans le vide. Ils sont souvent précédés d'une chaîne d'événements soigneusement orchestrés. Dans les théories sur les Illuminati et les sociétés secrètes, on croit que ces grands événements sont rarement le fruit du hasard, mais bien d'une manipulation délibérée destinée à servir des agendas spécifiques. Un exemple souvent cité est le déclenchement des grandes guerres. La Première Guerre mondiale, par exemple, ne serait pas seulement le résultat de tensions nationalistes et d'alliances militaires, mais aussi d'intérêts financiers et géopolitiques d'élite, qui profiteraient de la reconstruction européenne et de la redéfinition des frontières. La Seconde Guerre mondiale est perçue, dans certains récits, comme la continuation de ce processus, permettant l'émergence de superpuissances et la création d'organisations internationales telles que l'ONU, supposément des étapes essentielles vers l'avancement d'un système de gouvernance mondiale. Les assassinats politiques jouent également un rôle central dans ces théories. La mort de figures telles qu'Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Martin Luther King Jr. et d'autres dirigeants charismatiques est interprétée comme le résultat d'opérations coordonnées visant à éliminer les obstacles à certaines agendas. Dans tous ces cas, un schéma est suggéré. L'enquête officielle ne répond jamais à toutes les questions, laissant des zones d'ombre qui alimentent les soupçons. Pour les croyants, ces lacunes ne sont pas des erreurs accidentelles, mais des omissions planifiées pour dissimuler les véritables commanditaires. Les crises économiques mondiales, comme la Grande Dépression de 1929 ou la crise financière de 2008, sont également vues sous cet angle. La théorie soutient qu'en provoquant ou en amplifiant les effondrements financiers, il devient possible de concentrer encore plus de richesses et de pouvoir entre les mains de quelques-uns. La logique est implacable. Tandis que des millions de personnes perdent leur emploi, leur logement et leurs économies, des conglomérats financiers et des investisseurs stratégiques acquièrent des actifs à des prix dérisoires, étendant leur influence. Les révolutions populaires, bien que sincères dans de nombreux cas, sont aussi interprétées comme de possibles révolutions guidées, dans lesquelles des agents extérieurs financent, forment et orientent les mouvements, afin de s'assurer qu'à la fin du processus, le nouveau gouvernement soit aligné sur des intérêts mondiaux. Cette stratégie permettrait des changements radicaux sans perdre le contrôle réel du pouvoir. Au-delà des événements politiques et économiques, il y a aussi des catastrophes et des tragédies qui entrent dans le champ de ces théories. Des incendies de grande ampleur, des coupures de courant massives, des attentats terroristes et même des catastrophes naturelles sont parfois interprétés comme ayant des origines moins naturelles qu'il n'y paraît. Cela inclut des accusations sur l'utilisation de technologies de manipulation climatique et énergétique pour créer des conditions justifiant des mesures d'urgence, favorisant la mise en œuvre de politiques spécifiques. Les sceptiques affirment que cette vision résulte d'une tendance humaine à rechercher des schémas et des coupables dans des événements complexes et multifactoriels. Cependant, pour ceux qui croient à la manipulation historique, les coïncidences, la récurrence des bénéficiaires et l'expansion constante des pouvoirs après chaque crise sont des preuves suffisantes que rien de vraiment majeur ne se produit sans être, à un certain niveau, aligné sur un scénario écrit par des mains invisibles. Dans toute théorie sur le contrôle mondial, l'élite financière occupe une place centrale. La logique est simple. Celui qui contrôle le flux de l'argent contrôle les décisions, les gouvernements et en fin de compte, la vie de milliards de personnes. Dans les récits impliquant les Illuminati et d'autres sociétés secrètes, cette élite n'est pas composée uniquement d'individus extrêmement riches, mais de dynasties et d'institutions qui traversent les générations, façonnant l'économie mondiale selon leurs propres intérêts. Des familles comme les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan ou les d'autres sont fréquemment désignées comme des sommets clés de ce réseau. On leur attribue non seulement le contrôle des banques et des investissements, mais aussi une influence directe sur les politiques monétaires, les prêts internationaux et même les décisions de guerre et de paix. Historiquement, ces familles ont été associées au financement des gouvernements en temps de guerre,
assurant des profits astronomiques, quel que soit le camp victorieux. Ce rôle de banquier des nations a renforcé la perception que leur pouvoir transcende les frontières et les idéologies. L'un des instruments centraux de ce contrôle serait le pool système bancaire central. Bien que beaucoup pensent que des institutions comme la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et d'autres organismes similaires soient des entités étatiques, en réalité, elles opèrent de manière indépendante, souvent avec peu de transparence et une influence privée significative. Selon les théories du complot, cette indépendance n'est pas accidentelle. Elle permet que des décisions cruciales sur les taux d'intérêt, l'émission de monnaie et les politiques de crédit soient prises sans consultation directe de la population, favorisant les intérêts spécifiques de l'élite. Un autre point souvent soulevé est le rôle des organisations financières internationales, telles que le Fonds monétaire international, FMI et la Banque mondiale. Pour les critiques, ces organismes fonctionnent comme des outils de contrôle économique mondial, offrant des prêts aux pays en crise en échange d'exigences qui affaiblissent la souveraineté nationale, telles que des coupes dans les programmes sociaux, des privatisations à grande échelle et une ouverture totale aux investissements étrangers. Les crises financières, dans ce contexte, sont vues comme des opportunités d'expansion du pouvoir. La Grande Dépression de 1929, la crise asiatique de 1987 et la crise mondiale de 2008 sont souvent cités comme exemples de la façon dont les effondrements économiques, intentionnels ou non, entraînent une concentration des richesses. Les investisseurs liés à l'élite financière profitent de ces moments pour acquérir des entreprises, des terres et des actifs stratégiques à des prix bien inférieurs à la normale, renforçant ainsi leur domination. Au-delà de l'aspect économique, il y a aussi le contrôle sur l'innovation technologique. Les grands conglomérats financiers sont souvent les principaux investisseurs dans les entreprises de technologie, de biotechnologie et d'énergie. En contrôlant le capital, ils contrôlent le rythme et la direction des innovations, décidant quelles avancées atteignent le public et lesquelles restent limitées ou mises au placard. Cela signifie que l'élite ne gère pas seulement l'économie présente, mais façonne également l'avenir. Les partisans de cette théorie affirment qu'en maintenant les gouvernements endettés, les populations économiquement dépendantes et les secteurs stratégiques sous contrôle, l'élite financière agit comme la colonne vertébrale du soi-disant nouvel ordre mondial. Et même lorsque les noms et les visages changent, le pouvoir réel reste entre les mêmes mains, invisible pour la plupart, mais présent dans pratiquement toutes les décisions qui façonnent le monde moderne. Les avancées technologiques, vendues au public comme synonymes de progrès et de commodité, sont vues par de nombreux théoriciens du complot comme l'un des outils les plus efficaces pour le contrôle total de la population. La logique est simple. Plus nous sommes connectés et dépendants de la technologie, plus nous générons de données. Et plus les données sont collectées, plus le comportement humain devient prévisible et manipulable. Dans ce récit, les Illuminati et des sociétés secrètes similaires auraient un rôle direct dans l'expansion et l'orientation des technologies destinées à la surveillance à l'échelle mondiale. L'exemple le plus évident est le Petrugia suivi numérique. Chaque clic, chaque recherche, chaque transaction en ligne laisse une trace qui peut être analysée pour identifier les préférences, les habitudes, les vulnérabilités et les réseaux de relations. Les entreprises technologiques, qui collectent officiellement ces données pour améliorer l'expérience utilisateur, sont souvent accusées de les partager avec des gouvernements, des services de renseignement et même des entreprises liées à l'élite mondiale. Les plateformes de réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les applications de communication deviennent ainsi un immense répertoire d'informations personnelles capables d'établir des profils psychologiques détaillés de milliards de personnes. Le concept de surveillance de masse va au-delà de l'environnement numérique. Les caméras de reconnaissance faciale dans les rues et les bâtiments publics, les drones de surveillance, les satellites haute résolution et même les capteurs vocaux dans les appareils domestiques font partie d'un réseau d'observation continue. Dans certaines villes, des systèmes de crédit social sont déjà mis en place, attribuant des scores aux citoyens en fonction de leur comportement, restreignant l'accès aux services et aux opportunités pour ceux qui ne se conforment pas aux normes préétablies. Un autre point central est l'intelligence artificielle. Les algorithmes capables de traiter d'énormes quantités de données peuvent non seulement prédire les comportements, mais aussi les influencer par le biais de recommandations personnalisées,
de la manipulation des fils d'actualité et même de la censure sélective de contenu. La puissance de ces systèmes réside dans leur capacité à agir sans que l'utilisateur ne s'en rende compte, créant une réalité filtrée qui façonne les perceptions et les opinions. La technologie s'étend également au domaine de la biométrie et du contrôle biologique. Les empreintes digitales, les scans de l'iris, la reconnaissance vocale et même le séquençage génétique sont de plus en plus exigés pour accéder à des services et à des appareils. Bien que présentées comme des mesures de sécurité, ces données constituent un dossier personnel permanent, pouvant être consultées ou manipulées par ceux qui contrôlent les réseaux. Dans un scénario plus extrême, les théoriciens du complot évoquent des projets de micropuces implantables qui serviraient non seulement d'identification, mais aussi de portefeuille numérique et de dispositifs de suivi en temps réel. Enfin, il y a la question de la dépendance technologique. À mesure que les services essentiels, tels que les banques, les transports, la communication et même la santé, deviennent entièrement numérisés, la possibilité d'exclure ou de bloquer un individu par une décision administrative ou politique devient réelle. Le contrôle ne viendrait pas nécessairement par la force, mais par le simple refus d'accès, laissant le citoyen incapable de fonctionner dans le système. Pour ceux qui croient en cette théorie, la surveillance de masse n'est pas seulement un sous-produit de l'ère numérique, mais une étape calculée dans un plan plus vaste. Chaque avancée technologique, chaque nouvel outil de commodité s'accompagnerait d'une contrepartie invisible, un maillon supplémentaire dans la chaîne qui relie la population mondiale à un réseau de contrôle total, silencieux et presque impossible à briser. Parmi tous les éléments entourant les sociétés secrètes, peu suscitent autant de fascination et d'inquiétude que les récits de cérémonies et de rituels réalisés à l'abri des regards du public. Pour un observateur extérieur, ces pratiques peuvent sembler de simples mises en scène symboliques inoffensives. Mais pour ceux qui croient aux théories du complot, elles seraient bien plus que de simples traditions. Elles seraient des instruments visant à renforcer les liens internes, à imposer la soumission à la hiérarchie et même à démontrer la puissance et la loyauté envers un agenda caché. Historiquement, des ordres tels que les Illuminati, la franc-maçonnerie et des groupes plus obscurs ont intégré des rituels d'initiation élaborés qui servent de filtre strict pour ne sélectionner que ceux jugés dignes de progresser. Lors de ces cérémonies, il est courant de prêter des serments de silence et de fidélité qui, selon certains récits, s'accompagnent de conséquences symboliques ou même de menaces de représailles si l'initié trahit la confiance du groupe. L'objectif est clair, créer un pacte psychologique si fort que l'idée même de trahir l'organisation devienne impensable. Un élément fréquent dans ces rituels est l'utilisation de symboles et d'objets spécifiques, épées, torches, livres anciens, robes cérémonielles et insignes, renvoyant à des traditions mystiques ou religieuses. L'environnement est généralement conçu pour intensifier l'impact psychologique. Éclairage contrôlé, musique solennelle ou son rythmique, et espaces architecturaux renforçant le sentiment de mystère et de révérence. Dans des sociétés comme le Bohemian Grove, par exemple, il existe des récits de rituels tels que la crémation du souci, où une figure symbolique est brûlée devant une statue géante de hibou, représentant la libération des préoccupations terrestres afin que des décisions stratégiques puissent être prises sans contrainte morale. Bien qu'il soit officiellement affirmé qu'il ne s'agit que de théâtre, la présence de figures politiques et économiques de haut rang à ces cérémonies alimente les soupçons qu'il y a plus en jeu qu'il n'y paraît. Dans le cas d'ordres à influence occultiste, tels que l'Ordo Templi Orientis, dirigé en partie par des figures comme Aleister Crowley, les rituels sexuels et les pratiques de magie cérémonielle sont au cœur de leur philosophie. Entourés d'un symbolisme ésotérique, ces activités sont interprétées par les théoriciens comme des moyens de canaliser l'énergie et de renforcer le lien spirituel entre les membres, et possiblement comme des mécanismes de chantage interne. Un autre aspect débattu concerne les rituels de passage qui impliqueraient des simulations de mort et de renaissance, marquant la transition d'un degré hiérarchique à un autre. Ces mises en scène auraient pour but de tuer l'ancienne identité de l'initié et de le reconstruire selon les valeurs et la vision du monde de l'ordre. Dans un sens psychologique, cela crée une rupture symbolique avec la vie antérieure, rendant le membre encore plus fidèle au groupe. Pour les sceptiques, ces rituels ne sont rien de plus qu'une succession de traditions, sans signification pratique au-delà du renforcement de l'identité collective. Pour ceux qui croient aux théories, en revanche,
Ils constituent des pièces essentielles d'un mécanisme plus vaste, où la théâtralité sert à masquer des objectifs réels, qu'ils soient spirituels, politiques ou liés à la domination. Le fait que nombre de ces cérémonies soient impénétrables aux non-membres ne fait que renforcer le voile de mystère et alimente leur persistance comme l'un des sujets les plus récurrents dans les enquêtes sur les sociétés secrètes. Tout au long de l'histoire, l'art et le divertissement ont toujours joué un rôle central dans la formation des valeurs culturelles, la préservation des récits et la transmission des messages. Cependant, dans les théories entourant les Illuminati et d'autres sociétés secrètes, ces domaines ne sont pas seulement des moyens d'expression, ils seraient des outils soigneusement utilisés pour façonner la pensée collective et renforcer des agendas idéologiques et symboliques au service du contrôle mondial. Le point de départ de cette vision est simple. Le public absorbe le contenu culturel avec beaucoup moins de résistance qu'un discours politique direct. Une chanson, un film, une œuvre d'art ou une série télévisée peuvent introduire des idées, des symboles et des concepts de manière presque imperceptible, suscitant des émotions et des associations qui s'impriment dans le subconscient. Lorsque ces messages sont répétés au fil du temps, ils créent des schémas mentaux qui influencent les perceptions et les comportements. Dans le domaine de la musique, il y a depuis des décennies des accusations selon lesquelles l'industrie du disque serait profondément liée à des symboles et codes cachés. Les clips vidéo de grands artistes présentent souvent des images d'yeux isolés, de triangles, de références à des pyramides, des gestes manuels spécifiques et des combinaisons de couleurs chargées de significations ésotériques. Pour les théoriciens, ce n'est pas une coïncidence. Ce serait un moyen de maintenir la symbolique des Illuminati en évidence tout en initiant le public à une esthétique qui normalise leur présence. Le cinéma, avec sa portée mondiale, est un autre véhicule puissant. Les films à gros budget présentent fréquemment des intrigues impliquant des conspirations mondiales, des sociétés secrètes, la manipulation des gouvernements et le contrôle technologique. Pour certains, il ne s'agit que de fiction. Pour d'autres, c'est un processus appelé désensibilisation programmée, par lequel des thèmes jugés radicaux ou perturbateurs sont introduits dans des récits fictifs afin de réduire la résistance du public lorsqu'il est confronté à des situations similaires dans la vie réelle. Il en va de même pour les arts visuels et la mode. Les campagnes publicitaires, les éditoriaux et les défilés de grandes marques intègrent souvent des éléments tels que des masques, un symbolisme religieux déformé, des références à d'anciens cultes et des messages rédigés en code visuel. Même lorsqu'ils sont présentés comme un concept artistique, ces éléments sont interprétés par les conspirationnistes comme une couche supplémentaire d'efforts visant à saturer l'environnement culturel avec l'esthétique et les valeurs de ces sociétés. Les jeux vidéo et les plateformes de streaming sont également au cœur de ce débat. Les histoires interactives, les mondes virtuels et les expériences immersives offrent des opportunités idéales pour introduire des récits et des symboles, en particulier auprès d'un public jeune et hyper connecté. La répétition de ces éléments dans plusieurs médias crée ce que certains appellent un écosystème symbolique, où l'influence devient constante et omniprésente. Les critiques de cette interprétation soutiennent que la présence de ces symboles résulte du recyclage de références historiques et de la recherche d'un impact visuel, et non d'un complot centralisé. Cependant, pour les défenseurs de cette théorie, la constance dans la répétition, la portée mondiale et le lien entre les grandes entreprises du divertissement et les cercles de pouvoir sont la preuve que les arts et la culture ne se contentent pas de refléter la société. Ils sont aussi délibérément façonnés pour la guider dans des directions spécifiques, souvent à l'insu du public. Parmi toutes les institutions mondiales, peu portent autant de mystères et de pouvoirs symboliques que le Vatican. Siège de l'Église catholique et centre de l'une des plus grandes organisations religieuses de l'histoire, il exerce une influence spirituelle sur plus d'1 milliard de fidèles et possède en même temps d'immenses richesses, des connexions diplomatiques et un accès à des informations historiques qui restent hors de portée du public. Il n'est donc pas surprenant que d'innombrables théories du complot associent le Vatican à des sociétés secrètes et à des agendas cachés qui façonneraient le destin de l'humanité. L'un des points les plus discutés est l'existence des archives secrètes du Vatican, une vaste collection de documents historiques, de correspondances, de manuscrits et de registres officiels s'étendant sur des kilomètres d'étagères souterraines.
Bien que le Vatican affirme que l'accès est limité uniquement à des fins de préservation et de recherche contrôlée, beaucoup croient que ces archives contiennent des secrets capables de réécrire l'histoire, preuves de contact avec d'anciennes sociétés secrètes, informations sur des lignées sacrées, détails de conspirations politiques et même des archives d'événements surnaturels. La relation de l'Église avec les sociétés secrètes est historiquement ambiguë. D'un côté, l'institution a condamné et persécuté des ordres tels que la franc-maçonnerie, les jugeant incompatibles avec la doctrine catholique. De l'autre, il existe des rapports et des théories selon lesquelles des groupes comme les Chevaliers de Malte et même certaines factions internes à l'Église fonctionneraient avec des dynamiques similaires à celles des sociétés secrètes, utilisant des serments de loyauté, des hiérarchies rigides et des réseaux internationaux d'influence. Certaines narrations affirment qu'au fil des siècles, le Vatican a entretenu des alliances discrètes avec des sociétés occultes pour préserver ou étendre son pouvoir. Cela inclurait des pactes avec des monarchies, le soutien à des opérations politiques et même une participation supposée à des rituels symboliques mêlant des éléments chrétiens et ésotériques. L'Opus Dei, par exemple, bien qu'officiellement reconnu comme prélature personnelle de l'Église, est souvent cité dans les théories comme un ordre agissant dans l'ombre pour influencer les décisions politiques et économiques dans divers pays. Un autre thème récurrent est le rôle du Vatican dans les grands événements historiques. De l'Inquisition à l'implication indirecte dans des conflits mondiaux, certaines théories soutiennent que l'institution a agi non seulement comme gardienne spirituelle, mais aussi comme un acteur stratégique sur l'échiquier mondial. Sa capacité à intervenir dans les crises, à négocier des accords et à influencer les dirigeants mondiaux est considérée comme une preuve que l'Église possède un réseau de contacts et d'informations rivalisant avec celui de tout service de renseignement. Pour les partisans de ces théories, le Vatican n'est pas simplement une entité religieuse, mais un centre de pouvoir hybride, spirituel, politique et économique, capable d'interagir avec d'autres sociétés secrètes pour atteindre des objectifs communs. Pour les sceptiques, cependant, la plupart de ces affirmations naissent de la combinaison du caractère naturellement réservé de l'institution et de la tendance humaine à associer mystère et conspiration. Quoi qu'il en soit, l'intersection entre foi, pouvoir et secret fait du Vatican l'un des acteurs les plus souvent cités lorsqu'il est question du réseau occulte supposé contrôler le monde. Et pour ceux qui croient à l'existence de ce mécanisme mondial, il ne serait pas seulement un observateur privilégié, mais une pièce essentielle de la machinerie qui maintient le contrôle entre les mains de quelques-uns. Au fil des siècles, rares sont les moments dans les récits sur les sociétés secrètes aussi marquants que ceux où de supposés membres ou initiés décident de parler. Les révélations et fuites, réelles ou alléguées, ont toujours nourri l'imagination du public et renforcé la conviction qu'il existe bel et bien des forces invisibles opérant dans les coulisses du pouvoir. Ces épisodes, qu'il s'agisse de documents, d'interviews ou de confessions, sont considérés par les théoriciens du complot comme de rares fenêtres ouvertes sur un monde habituellement inaccessible. L'un des cas les plus emblématiques remonte à l'interdiction officielle des Illuminati de Bavière en 1784. À cette époque, les autorités ont saisi des documents détaillant des correspondances internes, des plans d'expansion et des stratégies d'infiltration dans les institutions politiques et religieuses. Bien que de nombreux historiens considèrent ces archives comme le reflet d'un mouvement philosophique plutôt que d'une conspiration mondiale, pour les croyants, elles constituent la preuve que l'ordre disposait de méthodes organisées pour influencer la société de manière discrète et durable. Au XXe siècle, des affaires comme le prétendu Memorandum Pike, attribué à Albert Pike, figure influente de la franc-maçonnerie américaine, ont émergé. Ce document, dont l'authenticité est largement contestée, décrit un plan supposé de 3 guerres mondiales visant à remodeler l'ordre mondial et à préparer la voie à un gouvernement centralisé. Même sans preuve, la description détaillée d'événements qui, selon les partisans de la théorie, ont coïncidé avec des faits historiques ultérieurs, maintient ce texte vivant dans les discussions conspirationnistes. Un autre épisode célèbre concerne les accusations formulées par d'anciens membres de Skull and Bones et du Bohemian Grove, qui affirment avoir assisté à d'étranges rituels et à des discussions sur des stratégies politiques à long terme entre membres de l'élite. Des journalistes infiltrés auraient également capturé des images et des enregistrements audio de cérémonies symboliques dans ces lieux,
renforçant la perception que ces sociétés maintiennent des traditions secrètes aux significations allant bien au-delà du simple divertissement. À l'ère numérique, les fuites ont pris une nouvelle dimension. Des affaires comme celle d'Edward Snowden ont révélé des systèmes de surveillance de masse opérés par des agences gouvernementales, ce qui, pour beaucoup, confirme l'existence d'un réseau mondial de collecte de données. Une idée qui s'aligne parfaitement avec la vision conspirationniste du contrôle de la population. Bien qu'aucune preuve directe ne relie ces opérations à des sociétés secrètes spécifiques, le simple fait qu'un système d'une telle ampleur fonctionne clandestinement alimente les soupçons. Il existe aussi des récits de personnes affirmant avoir échappé à des ordres occultes modernes, décrivant aussi bien des rituels que des stratégies de manipulation de dirigeants politiques et économiques. Dans de nombreux cas, ces individus disparaissent de la scène publique après leur déclaration, ce qui, pour les partisans des théories, est interprété comme une tentative de les réduire au silence. Pour les sceptiques, une grande partie de ces révélations manque de preuves vérifiables et repose sur des interprétations exagérées ou même sur de la désinformation délibérée. Cependant, pour ceux qui y croient, chaque fuite, même isolée ou incomplète, est une pièce d'un puzzle bien plus vaste, qui ne peut être compris que lorsque toutes les informations fragmentées sont réunies. L'impact de ces épisodes est profond. Il renforce non seulement les convictions de ceux qui croient déjà à l'existence de sociétés secrètes, mais il sème aussi le doute chez des esprits auparavant sceptiques. Après tout, si certaines de ces révélations se confirment avec le temps, combien d'autres vérités restent encore enfermées derrière des portes closes? Malgré leur popularité et le fascinant pouvoir qu'elles exercent sur l'imaginaire collectif, les théories impliquant les Illuminati et les sociétés secrètes font l'objet de vives critiques de la part des historiens, des scientifiques sociaux, des journalistes d'investigation et des sceptiques professionnels. Pour ces critiques, la plupart des affirmations manquent de preuves concrètes, étant construites à partir de coïncidences, d'interprétations forcées et d'informations sorties de leur contexte. Ils affirment que, pour comprendre comment le pouvoir fonctionne, il faut se tourner vers des structures politiques et économiques réelles, et non vers des entités occultes qui ne laissent aucune trace vérifiable. Un argument récurrent est que le monde est trop chaotique pour être contrôlé par un seul groupe. Les guerres, les crises économiques et les avancées technologiques résultent d'interactions complexes entre nations, entreprises et individus, ce qui rend peu probable que tous ces événements soient planifiés et exécutés par une élite centralisée. Même lors de réunions exclusives et de forums internationaux, comme le Forum économique mondial, il existe une diversité d'intérêts et d'agendas qui entrent fréquemment en conflit. Un autre point soulevé est la tendance humaine à rechercher des motifs. Le cerveau humain est programmé pour identifier des connexions et des récits, même là où il n'en existe pas, un phénomène connu sous le nom de pareidolie cognitive. Ainsi, des symboles répétés, des nombres récurrents et des coïncidences historiques peuvent recevoir des interprétations exagérées simplement parce que les gens sont prédisposés à trouver un sens caché. Les critiques soutiennent également que la vision d'un pouvoir invisible absolu peut avoir des conséquences dangereuses. En imputant à une entité secrète tous les problèmes du monde, on risque de simplifier à l'excès des questions complexes, de détourner l'attention de responsabilités concrètes et, dans certains cas, d'alimenter les préjugés et les théories extrémistes. L'histoire montre qu'en période de crise, la croyance en des conspirations mondiales a déjà été utilisée pour justifier des persécutions et des politiques autoritaires. Dans le domaine académique, la plupart des chercheurs s'accordent à dire que les sociétés secrètes ont réellement existé et existent encore, mais ils divergent quant à l'ampleur de leur influence. Des ordres tels que les Illuminati de Bavière étaient des mouvements historiques documentés, mais d'une durée limitée et à l'influence restreinte. Quant à des organisations comme la franc-maçonnerie, bien qu'elles soient largement répandues, elles ont des objectifs déclarés qui ne coïncident pas avec l'idée d'un gouvernement mondial secret. Pour les sceptiques, une grande partie des soi-disant preuves utilisées par les théoriciens du complot reposent sur des sources secondaires, des témoignages non vérifiés ou des documents impossibles à authentifier. Des pièces comme le Memorandum Peak ou de prétendus plans de domination mondiale ne résistent pas à une analyse historique rigoureuse. De plus, la répétition de ces récits dans des livres, des films et des vidéos finit par renforcer le mythe, créant une impression de vérité par familiarité, ce que l'on appelle l'effet de vérité illusoire. Pourtant,
Même les critiques les plus sévères admettent que le secret et la concentration du pouvoir sont des ingrédients qui suscitent inévitablement la suspicion. Lorsque des décisions politiques, économiques et militaires d'une grande portée sont prises à huis clos, l'absence de transparence crée un terrain idéal pour l'émergence de récits conspirationnistes. C'est dans cet espace trouble, entre faits avérés et interprétations non vérifiées, que le mythe des sociétés secrètes continue de prospérer. L'influence du mythe des Illuminati et des sociétés secrètes ne se limite pas au domaine des théories du complot. Elle a depuis longtemps débordé sur la culture populaire, devenant un élément récurrent dans la musique, le cinéma, les séries, les bandes dessinées, les jeux vidéo et même la mode. Même ceux qui n'ont jamais étudié le sujet en profondeur reconnaissent les symboles, les expressions et les références associées à ces organisations. Ce phénomène n'est pas seulement le reflet de la curiosité du public, mais aussi un cycle d'auto-alimentation. Plus la culture pop exploite le thème, plus il s'enracine dans l'imaginaire collectif. Et plus il s'enracine, plus il est exploité par la culture pop. Dans la musique, de grands noms de l'industrie ont été accusés d'insérer un symbolisme lié aux Illuminati dans leurs vidéoclips, leurs performances et leurs pochettes d'albums. Des yeux isolés, des pyramides, des gestes de main formant des triangles et des références à des figures occultistes apparaissent fréquemment, en particulier dans des genres comme la pop, le rap et le R&B. Pour les partisans de ces théories, cette exposition fait partie d'un programme visant à normaliser et même à glamouriser les symboles de ces sociétés. Pour les critiques, il ne s'agit que d'une stratégie marketing, tirant parti de la polémique pour générer de l'engagement et de la viralité. Le cinéma a également joué un rôle fondamental dans la popularisation du thème. Des films comme Eyes Wide Shut, Da Vinci Code, Anges et démons, et d'innombrables thrillers politiques explorent des intrigues impliquant des sociétés secrètes, des rituels, des conspirations mondiales et le concept d'un gouvernement de l'ombre. Dans de nombreux cas, les récits mêlent des éléments historiques réels à de la fiction, créant un terrain fertile pour que le public accepte la possibilité que de telles organisations existent et opèrent en coulisses dans le monde réel. Les séries télévisées, quant à elles, utilisent de plus en plus le format d'enquête et de conspiration continue, alimentant les débats entre fans sur ce qui est réel et ce qui est fictif. Les productions qui présentent des symboles récurrents ou des intrigues impliquant des élites mystérieuses finissent par être analysées image par des spectateurs à la recherche de messages cachés. Dans l'univers de la bande dessinée et des jeux vidéo, la figure de la société secrète est tout aussi populaire. Des jeux comme Assassin's Creed reposent directement sur l'idée d'une lutte millénaire entre des ordres secrets pour le contrôle du monde, mêlant événements historiques et récits fictifs. Le succès de ces œuvres renforce la familiarité du public avec les concepts et symboles conspirationnistes, souvent sans qu'ils se rendent compte à quel point il intègre cette iconographie. Dans la mode et la publicité, des éléments liés à l'imaginaire des sociétés secrètes apparaissent dans des campagnes et des collections, que ce soit à travers l'utilisation de pyramides, d'yeux, de boussoles ou de couleurs associées à des rituels occultes. Bien que les créateurs et directeurs artistiques invoquent une inspiration esthétique, le résultat est l'insertion constante de ces symboles dans la vie quotidienne, ce qui, selon les théoriciens, contribue à renforcer leur présence dans la conscience collective. L'impact culturel est si fort que le terme Illuminati est devenu presque une marque, utilisée pour créer du mystère, attirer l'attention et susciter des discussions. Pour certains, cette omniprésence est la preuve que l'idée fait partie d'une stratégie délibérée, visant à maintenir le récit en vie et ainsi à dissimuler ou banaliser la vérité. Pour d'autres, ce n'est qu'un exemple supplémentaire de la façon dont les sujets intrigants trouvent leur place et prospèrent dans l'industrie du divertissement. Si une grande partie des récits sur les Illuminati et les sociétés secrètes paraît déjà improbable pour le grand public, il existe un segment encore plus radical, celui des théories extrêmes. Ces versions élargissent la portée des supposées conspirations à des dimensions qui dépassent la politique, l'économie et la culture, allant jusqu'à inclure des interventions d'origine extraterrestre, des expériences génétiques secrètes et une manipulation directe de l'évolution humaine. Bien que beaucoup considèrent ces affirmations comme absurdes, elles exercent une forte fascination sur certains groupes et s'alimentent de l'absence de transparence dans des domaines stratégiques de la science et de la technologie. L'une des plus connues
et la théorie d'une alliance avec des entités extraterrestres. Selon cette vision, des membres de sociétés secrètes seraient en contact direct avec des civilisations extraterrestres depuis des décennies, voire des siècles, échangeant des technologies avancées contre des ressources et une influence sur l'humanité. Des témoignages de supposés anciens militaires et employés de projets ultra-secrets évoquent des bases souterraines partagées et des expériences conjointes, notamment dans des domaines comme l'énergie du point zéro, la propulsion antigravité et la manipulation génétique. Un autre récit extrême implique l'idée de lignées hybrides, dans lesquelles l'élite mondiale descendante d'anciens monarques posséderait un ADN modifié par une influence extraterrestre ou par d'anciennes civilisations avancées. Pour les partisans de cette hypothèse, cela expliquerait la perpétuation du pouvoir entre les mains de quelques familles et la capacité supposée de ces lignées à maintenir une domination géopolitique pendant des siècles. Il existe également la théorie selon laquelle des sociétés secrètes contrôlent des projets de manipulation climatique et géologique, utilisant des technologies telles que le HARP, High Frequency Active Auroral Research Program, ou des systèmes similaires pour provoquer des tremblements de terre, des ouragans et des sécheresses à des fins stratégiques. Selon les croyants, ces catastrophes seraient utilisées pour justifier des interventions humanitaires, déplacer des populations et remodeler des régions entières selon des intérêts spécifiques. À un niveau encore plus inquiétant, circule le récit de programmes de contrôle mental absolu, dans lesquels des techniques d'ingénierie sociale seraient combinées à des implants électroniques, des drogues psychotropes et des stimuli subliminaux pour façonner la personnalité et la mémoire de personnes clés. Il est allégué que des personnalités publiques et des dirigeants mondiaux auraient été programmés pour agir selon des directives définies par une structure centrale de pouvoir invisible. Ces théories extrêmes, bien qu'elles manquent de preuves vérifiables, trouvent un terrain fertile pour se répandre dans les forums en ligne, les médias alternatifs et les publications indépendantes. Leur attrait réside dans le fait que, en mêlant des éléments réels, comme des programmes militaires secrets, des avancées scientifiques peu connues et des coïncidences historiques à des affirmations extraordinaires, elles créent un récit cohérent et captivant pour ceux qui sont déjà enclins à y croire. Pour les sceptiques, ce type de théorie représente la limite où la spéculation dépasse toute plausibilité, détournant le débat sérieux sur les sociétés secrètes et affaiblissant les enquêtes légitimes. Mais, pour ceux qui perçoivent un schéma dans la succession des événements mondiaux, ces hypothèses plus radicales ne sont pas seulement possibles, elles constitueraient la pièce manquante pour expliquer des phénomènes apparemment déconnectés. En regardant vers l'avenir, la grande question n'est pas de savoir si les sociétés secrètes continueront d'exister, mais comment elles s'adapteront aux nouveaux scénarios politiques, technologiques et sociaux. Si l'on accepte l'idée que des groupes comme les Illuminati ou des réseaux similaires opèrent dans l'ombre depuis des siècles, il est logique d'imaginer que leur survie dépend d'une capacité unique à se transformer selon les changements du monde visible. La première tendance soulignée par de nombreux théoriciens est la migration définitive vers l'espace numérique. L'ère de l'information a apporté de nouveaux moyens de communication et de coordination qui suppriment la nécessité de réunions physiques, rendant beaucoup plus difficile le suivi des activités internes. Des plateformes cryptées, des réseaux privés et des environnements virtuels immersifs permettraient de tenir des réunions et des rituels de manière presque impossible à intercepter. Cette virtualisation du secret élargit la portée mondiale et réduit les risques d'exposition. Une autre évolution possible réside dans l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil stratégique. Des systèmes capables d'analyser d'immenses volumes de données en temps réel permettraient de prévoir des mouvements économiques, de détecter des tendances politiques émergentes et de manipuler des récits avant même qu'ils ne prennent de l'ampleur. Cela représenterait un saut qualitatif dans le contrôle de l'information, permettant non seulement de réagir aux événements, mais aussi de les façonner de manière proactive. Dans le domaine économique, on suppose que les sociétés secrètes continueront à progresser vers une centralisation financière, désormais par le biais de monnaies numériques contrôlées de manière centralisée, éventuellement liées à des identités biométriques. Ce modèle permettrait de surveiller et de restreindre les transactions, renforçant l'idée d'un système économique fermé, où la participation pleine et entière dépendrait du respect des règles fixées par l'élite. Le contrôle culturel tendra également à devenir plus subtil et personnalisé.
Au lieu de messages universels diffusés à tous, les avancées technologiques permettront de créer des récits façonnés individuellement pour chaque citoyen, en fonction de son profil psychologique et comportemental. Ce degré de personnalisation rendrait la manipulation presque invisible, car le récit semblerait toujours organique et spontané pour celui qui le reçoit. Il y a aussi la question de l'intégration avec de nouveaux agendas mondiaux, tels que la crise climatique, l'exploration spatiale et la biotechnologie. Pour certains théoriciens, ces domaines offrent des opportunités idéales pour étendre la portée de décisions prises loin du regard du public. Des projets de géo-ingénierie, des colonies extraterrestres et des avancées en modification génétique pourraient être utilisés à la fois pour le bien de l'humanité et pour consolider un modèle de pouvoir centralisé. Enfin, il est possible que, dans l'avenir, les sociétés secrètes fonctionnent de manière hybride, combinant des structures traditionnelles avec des réseaux plus fluides et décentralisés. Cela rendrait plus difficile l'identification d'un noyau unique de pouvoir, répartissant les décisions et responsabilités entre plusieurs groupes interconnectés partageant des objectifs à long terme. Pour les sceptiques, l'avenir des sociétés secrètes est sans importance, car beaucoup auraient déjà perdu leur influence réelle, ne survivant que comme légendes et symboles culturels. Mais pour ceux qui y croient, l'avenir ne garantira pas seulement leur survie. Il leur permettra d'atteindre un niveau de contrôle jamais vu auparavant, où le secret ne se trouvera plus uniquement dans l'ombre, mais sera intégré à la structure même de la réalité quotidienne, de manière si naturelle que la majorité ne se rendra jamais compte qu'elle est dirigée.